Bonjour à tous. Donc je m'appelle François Goub. Aujourd'hui, on va parler, on va avoir les mains vraiment dans le cambouis pour vous aider en fait à prioriser vos actions SEO et à mieux piloter votre SEO et surtout à prédire les résultats que vous allez pouvoir obtenir. Mais avant tout, il va s'agir de vous aider à mieux intégrer les données business, les données métiers auxquelles vous pouvez avoir accès, soit des données de vente, soit des données qui sont des contraintes métiers de vos clients ou de vos entreprises. Juste un petit mot sur moi. Donc moi, je me détends le week-end en lisant des brevets de Google. Ça m'amuse, ça me détend. Le deuxième truc, c'est que j'adore faire des tests avec des données. Il nous arrive régulièrement chez OnCrawl de publier des études, notamment sur Mobile First Index. Ça fait partie de notre ADN et donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une des raisons qui m'ont poussé à créer OnCrawl. Donc en deux mots, OnCrawl, c'est un crawler, évidemment, comme son nom l'indique, mais c'est aussi un analyseur de log et une data platform. Vous verrez quelques exemples. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on sera ravis de vous offrir un mois d'essai. Ce que je voulais vous dire, c'est que le SEO n'est pas un art. On a trop longtemps vu des gens faire du SEO au doigt mouillé, de suivre la dernière tendance ou de suivre le dernier tweet. Parce que il y a énormément de bêtises qui sont racontées sur Twitter, notamment, ou d'articles putaclic qui vous invitent à agir dans la mauvaise direction. Non, le SEO, c'est une science. On a en face de nous Google qui travaille sur des algorithmes, qui recrute les meilleurs ingénieurs en termes de machine learning. Et donc, ils appliquent l'état de l'art ou ils dépassent l'état de l'art. Parfois, ce sont même eux qui fabriquent l'état de l'art. Je vous invite à regarder, vous créer des alertes sur Google Patent et de regarder tout ce qu'ils publient en termes de papiers scientifiques, en termes de brevets. Donc, en face de nous, on a un Google qui déroule sa science. Donc on doit, nous aussi de notre côté, évidemment, adopter la même attitude. Donc, le SEO, aujourd'hui, est une science. Résultat, on ne s'en remet plus du tout au hasard. Vous avez suffisamment de données à votre disposition pour ne pas faire des choix au doigt mouillé. Surtout que le SEO reste le nerf de la guerre pour bon nombre de sites. Et on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. Il y a une petite étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une comparaison en fait des sources de trafic et la proportion des sources de trafic en fonction du canal d'acquisition. Et ce qu'on constate, c'est que le SEO, sur donc un panel de 1500 sites, eh bien le SEO, ça reste la source principale. Parfois même plus que le trafic direct. Évidemment, beaucoup plus que le paid search. Et quand vous avez besoin de défendre des budgets vis-à-vis de votre boss ou vis-à-vis de vos clients, vous pouvez leur montrer ce graphique et vous rendez bien compte que tout ce qui est social media ou display, ça représente peanuts. Donc là, on parle quand même de 1500 sites web qui sont plutôt des gros sites web européens. Que ce soit dans l'industrie du voyage, du e-commerce ou des fintech, etc. Ou des online media. Donc on est vraiment sur un panel représentatif. Donc n'hésitez pas à montrer cette petite étude que vous retrouverez sur Marketing Chart. Et le deuxième point, c'est que quand on interroge les Chief Marketing Officers, eh bien, quand on leur pose la question de c'est quoi le canal qui transforme le mieux, ou si même vous interrogez vos clients, en général, ils vont vous faire cette réponse-là. Ils vont vous dire, oui, c'est le SEO qui transforme le mieux. Je vous donne un cas très concret d'un de nos clients qui est un gros e-commerçant français. Son trafic SEO, c'est à des paniers moyens qui sont 10% plus élevés que toutes les autres sources de trafic.
Donc ça vous permet aussi de défendre votre position, votre stratégie, l'intérêt de mettre du budget sur des campagnes SEO. Au passage, c'est aussi un canal de trafic qui fidélise mieux. Ce gros e-commerçant me racontait il n'y a pas très longtemps que quand il regarde les statistiques en termes de fidélisation, eh bien, le trafic SEO génère des clients qui sont plus fidèles. Donc, ils vont faire du repeat business, qui vont repasser commande plus régulièrement que les clients qui sont acquis par d'autres canaux, qui vont être beaucoup plus volatiles. Donc, à partir du moment où on sait ça, donc on sait que c'est une source de trafic, quoi qu'on en dise, dont on ne peut pas se passer, et qu'on sait que c'est une source de trafic qui transforme très très bien, eh bien, on doit être capable de débloquer des budgets. On doit aussi, en tant que SEO, garder la tête froide. Je vous ai mis un petit tweet de Barry Adams qui explique, qui dit, ben voilà, il y a des fois où on n'arrive pas à faire grimper un site et puis on a toujours une chute assez sévère. Et ce qui est intéressant de voir, et ça c'est quelque chose que je voulais absolument partager avec vous, il y a Dan Shore qui lui dit, mais tiens, est-ce que par rapport à la chute de trafic, on a une chute du business? En réalité, non. Et nous, on a vu beaucoup de clients, notamment au mois de décembre, suite à un petit update de Google, autour du Search Intent, qui se retrouvent avec des positions qui ont été dégradées sur un paquet de mots-clés, mais qui se retrouvent à faire le même business qu'avant. En fait, Google devient de plus en plus bon sur l'appréciation du Search Intent, donc l'intention de recherche, et donc, il va livrer un trafic qui est toujours quali. Donc, le trafic qui transforme, en réalité, il n'a pas chuté. Ce qui a chuté, c'était le trafic qui ne transformait pas. Et il y a beaucoup d'exemples ces dernières semaines qui montrent que c'est une tendance qui a l'air d'être une tendance de fond. Et on le voit en France, on le voit au UK, on le voit aux États-Unis, on le voit en Allemagne, on le voit en Espagne, on le voit partout. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il faut garder la tête froide quand on voit un trafic SEO qui s'écroule. Parce que la vraie question, c'est pas tellement est-ce que le trafic s'écroule, c'est est-ce que mon business il est en train de s'écrouler. Et c'est pour ça qu'on va parler des données business. Donc il faut qu'on montre en tant que SEO qu'on comprend bien les enjeux business. Donc je pense que c'est charge à vous d'identifier quel est le métrique clé. C'est quoi? C'est le taux de conversion qui compte, c'est le panier moyen, c'est le revenu par visite, c'est le revenu au global, c'est le nombre de transactions. Vous devez être capable d'identifier ce qui compte pour votre client ou pour votre boss. Et il faut aussi éduquer son boss. J'étais il n'y a pas très longtemps chez un autre gros e-commerce en français, et où le responsable SEO m'a raconté que son boss, lui, il a un métrique, c'est le chiffre d'affaires qu'on perd. Je disais, ah ouais, mais le chiffre d'affaires que tu perds, tu le calcules comment? Et alors, il faisait un truc assez débile qui est, en gros, ils savent combien ils génèrent de trafic sur chaque catégorie de produits en fonction de la position à laquelle ils sont positionnés. Donc, ils s'appuient sur les positions moyennes, ce qui est déjà une bêtise. Et donc, il dit, ben, voilà, quand je suis premier, je gagne 200 000 €. Quand je suis deuxième, je gagne 100 000 €. Et donc, son boss, lui, il pilotait le SEO en disant, bon, ben, quand tu es deuxième, ça veut dire qu'on perd 100 000 €. 200 moins 100 égale 100. Sauf que, quand on s'appuie sur ces positions moyennes, avec en plus des résultats de recherche qui sont de plus en plus personnalisés, ben, on ne peut pas réagir avec ces métriques-là. Donc il s'agit pour ce SEO-là d'éduquer son boss pour lui dire, ben non, c'est pas ça le métrique clé, c'est peut-être le revenu au global, c'est peut-être le taux de fidélisation, le revenu par visite, etc., etc. Donc, charge à vous de bien comprendre les enjeux, d'éduquer et vos clients et votre boss, de manière à ce que vous ayez aussi les coups des franches et que vous puissiez piloter avec efficacité dans l'objectif de générer plus de revenus. Un exemple, du côté d'un de nos clients, on voit très facilement dans Analytics, du moment que vous avez branché vos données e-commerce facilement, enfin de manière efficace, pardon, eh bien, vous pouvez piloter ça directement dans Analytics. Ça peut être aussi le nombre de transactions, parce que on peut être sur des paniers moyens qui sont avec un écart type très fort, et ça peut être difficile de piloter le revenu.
Et en fait, ce qui est important de voir, c'est ici, là, sur ce graphe-là, ce qu'on voit, c'est que le mercredi 26 décembre, en fait, il y a une très forte hausse du trafic, mais globalement, le revenu il est stable. Donc en fait, si on s'appuyait uniquement sur le trafic SEO, on pourrait se dire ouais, on fait une super perf, sauf que le revenu il est stable. Donc ça veut dire qu'il y a eu des visites qui sont arrivées et qui n'ont pas transformé. Donc ces visites-là, concrètement, on s'en fiche un petit peu. Donc c'est important de bien identifier ce qui compte pour le business pour lequel vous êtes en train de travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme métrique? Donc, pour un e-commerçant de manière assez classique, on va aller regarder le panier moyen, parce qu'évidemment, si vous êtes dans le cas du e-commerçant dont je parlais tout à l'heure, qui a un panier moyen qui est 10% plus élevé quand le trafic il est acquis en SEO, ça vous permet de défendre votre stratégie. Donc, le nombre de commandes, le revenu au global. Pour un site média, on va de plus en plus voir le revenu par visite. Le taux de fidélisation. Est-ce que si c'est un site de petite annonce, par exemple, le taux de conversion en termes de dépôt d'annonce. Le nombre de pages affichées. Les médias en ligne, ils vont être, forcément, ils gagnent leur vie avec beaucoup de displays. Donc le nombre de pages vues est un métrique important. Donc si vous faites beaucoup de trafic en SEO mais que ça affiche assez peu de pages, c'est pas très intéressant. Donc là, et de là, forcément, vous allez potentiellement, quand vous êtes dans ce cas-là, enclencher des chantiers SEO et User Experience. Donc là aussi, ça va vous permettre de déterminer quelle est l'action que vous avez besoin de mener. Pour un site corporate assez classique d'une PME, par exemple, vous allez mesurer, par exemple, le nombre de leads commerciaux qui sont générés. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va commencer à s'amuser. C'est avant tout une question de méthode quand il s'agit d'intégrer des données business. L'idée, c'est de construire une segmentation, en fait un mapping de votre site web à partir de vos données business. Là, je vous ai donné un exemple où un de nos clients, il a mappé son site en fonction du revenu qui est généré par les groupes de pages. Donc en gros, les pages qui font 0 € de chiffre d'affaires, vous voyez qu'il y en a plein. Donc c'est sur un mois glissant, hein, les données. Et puis les pages qui génèrent énormément de chiffre d'affaires. Donc construisez une segmentation par type de métrique que vous suivez. Donc ça peut être le taux de conversion d'un côté, le revenu de l'autre, le taux de fidélisation. Vous allez être capable, ou le RPV par exemple, mais faites une segmentation par type de métrique. L'idée, c'est de pouvoir switcher d'une segmentation à une autre pour pouvoir manipuler vos données un petit peu comme un cube et regarder dans n'importe quel sens comment se comporte votre site web. On a essayé de rendre le truc un peu plus simple avec l'ingestion de données. Donc vous pouvez en fait récupérer des données de votre CRM par exemple, de votre PrestaShop ou que sais-je, et l'ingérer directement dans OnCrawl du moment que vous êtes capable de le rattacher à une URL. Et donc, en un clic, vous pouvez uploader vos données et les synchroniser avec vos données de crawl, de log ou d'analytics. Résultat, vous allez être capable de confronter les best practices SEO avec les enjeux économiques des business pour lesquels vous travaillez. Donc regardons un petit peu les métriques SEO sous l'angle business. Donc on sait que les pages prioritaires d'un site web, en général, elles doivent être placées près de la home, parce qu'en général, elles reçoivent plus de popularité. La courbe rouge que vous voyez, c'est la diffusion de la popularité interne d'un niveau de profondeur à un autre. Donc évidemment, on voit là que quand on est en profondeur 2, 3, 4, globalement ça va. Par contre, dès qu'on est en profondeur 7, on est à 0, donc c'est pas terrible. Donc on va aller regarder ce qui se passe avec nos segmentations. Donc je reprends mon exemple du mapping de tout à l'heure. On peut se poser la question de est-ce que mon architecture elle est cohérente? Ce qu'on constate ici, c'est que, vous voyez là, on a des pages en vert, un groupe de pages vertes, là, donc c'est des pages qui génèrent plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et on voit qu'elles sont sur des profondeurs assez basses. Ça, c'est pas une très bonne idée. Parce que on voit que là, en profondeur 3, j'ai énormément de pages qui génèrent 0 € de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une architecture de lien interne qui ne correspond pas à mon business.
Donc je ne favorise pas les pages qui génèrent du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, si je ramenais ces pages-là plus proches de l'homme, donc avec une popularité plus forte, potentiellement je générerais encore plus de chiffre d'affaires parce que je vais maximiser leur popularité et donc a priori je vais améliorer leur ranking encore. Donc on va venir confronter ces éléments-là de manière à prendre de meilleures décisions. Et ça va vous permettre aussi d'évangéliser votre boss ou votre client en lui disant, tiens, tu vois, tu as une problématique de maillage interne, alors vous lui expliquez avec des métriques purement SEO, il ne comprend pas forcément, par contre vous lui expliquez avec son chiffre d'affaires, là il va beaucoup mieux comprendre. Et là en général il va vous débloquer le budget. Donc, est-ce que mon architecture est cohérente? Est-ce que c'est toujours le cas? Si on prend là, en fait, je suis sur une segmentation basée sur le conversion rate. Ce qu'on constate ici, c'est que j'ai des pages très profondes qui convertissent très bien. Donc ça, un petit point de méthode, prenez les taux de conversion, vous pouvez jouer soit avec les taux de conversion uniquement du trafic SEO, ou les taux de conversion toutes sources de trafic confondues. Parce qu'en l'occurrence, là c'est le cas, c'est toutes sources de trafic confondues. Et on voit que là, ces pages-là, qui génèrent zéro trafic SEO, on va le voir après, elles sont super profondes, par contre elles génèrent du trafic depuis d'autres sources. Mais en l'occurrence, là, c'est pas vraiment cohérent d'avoir cette architecture-là, parce que des pages qui convertissent très bien, je ne leur renvoie pas le bon niveau de popularité. Donc là aussi, ça va vous donner un argument supplémentaire pour pouvoir enclencher le chantier de remaniement du maillage interne, par exemple. Si on regarde de plus près la popularité, donc c'est toujours le même site, hein, on voit que d'un côté, là ces pages-là, tout va bien. Donc c'est des pages qui ont un taux de conversion à plus de 50%. Elles ont une popularité. Donc le InRank, pour ceux qui le connaissent pas, donc c'est notre mesure de popularité interne. Hein, c'est une sorte de page rank interne. C'est un score de 0 à 10 qui donc matérialise la capacité d'une page à être populaire et à redistribuer de la popularité. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour ces pages-là, pas de souci. Pour celle-là, peut mieux faire, on doit pouvoir optimiser des choses. Et pour celle-là, là, on est dans un cas qui est complètement stupide. Ça veut dire, en gros, nous, quand on voit des choses comme ça veut dire, j'ai pas fait mon boulot, quoi. Donc, soyez très précis sur l'analyse de vos métriques business en les confrontant à vos métriques SEO. Et ça, c'est un bon exemple pour vous montrer que vous allez être capable d'identifier des problèmes globalement assez simples à résoudre et qui potentiellement vont amener un gain assez substantiel si vous le corrigez. Il y a une grande mode en ce moment qui est le nettoyage de pages inactives. Ok, oui, ça fait longtemps qu'en SEO on essaie de nettoyer ces pages inactives. Mais ça manque un tout petit peu de finesse, cette approche, parce qu'on voit beaucoup de SEO couper avec un disolo dans le robot TXT toute une partie de leur site. Et il faut être assez précautionneux. Parce qu'une page inactive en SEO, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'être demain. Et donc on va aller regarder un petit exemple. Donc j'ai toujours ma segmentation basée sur le conversion rate. Et ce qu'on voit, c'est que parmi mes pages qui ont un conversion rate qui est au-delà de 50%, j'en ai 4 qui sont inactives là, sur ce site-là. Pour le coup, avec les autres sources de trafic, elles transforment bien. Donc si je fais un truc de bourrin, à savoir désindexer toutes mes pages inactives, je vais les supprimer. C'est un peu idiot parce que a priori, elles transforment. Non, ces pages-là, je vais avoir envie de les rendre actives. Donc peut-être d'optimiser leur popularité interne, d'améliorer leur contenu. On va avoir plein de techniques pour pouvoir les rendre actives. Et donc il faut être juste un peu précautionneux sur ces nettoyages parfois un peu massifs pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Parce que concrètement, là on va pouvoir aller récupérer du chiffre d'affaires du moment qu'on les rend actives. Avec ces segmentations, vous pouvez aussi descendre assez profond dans vos analyses
pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait sur ces pages qui transforment et quel est leur état. Est-ce qu'elles rankent? Est-ce qu'elles sont dans ma structure de lien? Est-ce qu'elles sont orphelines? Parce que bah oui, ça arrive. Vous avez fait une mise en prod, il y a eu un bloc de lien qui ne marche plus, votre IT s'est pris les pieds dans le tapis, ou vous avez sous-spécifié ces éléments-là. Eh bien, vous avez rendu des pages inactives. Et pour le coup, parmi les 4 pages qu'on voyait tout à l'heure, en fait, il y en a une partie qui sont constituées de pages orphelines. Donc là, en gros, EasyBee, vous rajoutez un lien et a priori, ça devrait bien se passer. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de bien faire attention à la manière dont on segmente ces pages, à partir de quelles métriques vous allez segmenter, parce que si vous faites une segmentation à la grosse touche, vous ne pouvez pas avoir cette finesse d'analyse. Et mon autre point, c'est de dire qu'il faut revenir à notre bon sens, parce que voilà, on est toujours appâté par la nouvelle feature, par AMP, par Mobile First Index, et on se lance souvent dans des chantiers assez chronophages, en oubliant un petit peu la problématique business. On va bosser beaucoup sur le crawl budget, parce qu'on sait que c'est important, mais ramenons ça aussi à des enjeux business. Et donc, démarrons en douceur avec des éléments de calcul de ROI. Donc, vous pouvez prendre vos données de la Search Console, vos données de crawl, et regarder l'impact des données structurées sur les taux de conversion. Enfin, pardon, sur le click-through rate. Donc en gros, on sait que quand on a des données structurées, par exemple du aggregate ratings, on va avoir des petites étoiles, on va avoir des rich snippets, donc on va avoir des taux de clic qui sont plus importants. Donc je sais, là en l'occurrence, que les pages qui ont des données structurées, elles ont effectivement des taux de clic qui sont plus importants. Donc en croisant les données de la Search Console et les données de crawl, et pour le coup vous les avez built-in chez nous, vous allez être capable d'expliquer à vos clients que eh bien, c'est important de lancer le chantier d'intégration schema.org parce que vous allez maximiser les taux de clic. Donc ça, c'est un premier point. Mais bon, s'il est réticent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va lui dire, bah, écoute, à partir d'Analytics, je sais combien je génère de trafic pour chaque position, pour chaque mot-clé. Je sais quel est mon taux de clic pour chaque mot-clé, chaque position. Et je sais quelles sont les pages qui ont des données structurées et celles qui n'en ont pas. Donc je suis capable d'identifier potentiellement toutes mes pages qui ont un rich snippet. Résultat des courses, eh bien, on va pouvoir faire des maths comme quand on était au lycée. On va pouvoir, en appliquant le CTR de mes pages avec des données structurées, on va pouvoir extrapoler en disant bah, tiens, si j'avais le même taux de clic sur si j'ai appliqué des données structurées sur mes pages qui n'en ont pas, donc potentiellement je devrais récupérer le même taux de clic que les pages qui ont des données structurées. Donc je pourrais avoir plus de rich snippets, donc je vais améliorer mon CTR sur les pages qui n'en avaient pas précédemment. Vu que je connais mon trafic, que je connais mon taux de clic, que je connais le volume de recherche, avec une simple multiplication, je vais être capable de prédire le trafic que je vais générer. Et comme je connais aussi très bien mes revenus et mes taux de conversion, je vais être capable de prédire et mon trafic et mes revenus. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même aller plus loin. Vous allez pouvoir utiliser pas mal de méthodologies ou d'algo, souvent assez basiques, pour extrapoler tout ça. Donc vous pouvez faire ça de manière très, très simple avec une simple multiplication, et puis vous pouvez rentrer dans des choses plus complexes parce qu'il n'y a pas qu'un seul paramètre à prendre en compte dans tout ça. Je vous invite, on partagera la présentation, il y a un lien là derrière e-prédiction. Il y a un papier d'un mec de l'université de Lille qui a fabriqué un truc qui s'appelle le e-algorithme qui est assez efficace. Et puis je vous invite sinon à aller voir et assister à une formation de Vincent Terrazi et Rémi Bachat ou des frères Perronnet pour aller plus loin. Mais aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de rentrer trop dans le détail de ces aspects machine learning. On va essayer de rester simple.
Donc, je vais vous montrer un petit cas que vous pouvez tous appliquer, qui est un peu particulier parce que là, on va prendre en compte des données purement métiers, qui ne sont pas forcément des données de chiffre d'affaires ou des données économiques. On va prendre le cas d'un de nos clients qui est Région Job. Donc, Région Job, comme j'imagine que vous connaissez tous, donc c'est un site d'emploi. Il y a des petites annonces d'emploi qui sont postées sur ce site-là, qui ont une durée de vie entre 60 et 120 jours. Donc il y a des pages qui apparaissent, qui disparaissent. On a un catalogue d'offres d'emploi qu'on ne maîtrise pas bien, parce qu'évidemment, c'est les utilisateurs qui postent les annonces. Et donc, on a une problématique de gérer les pages qui vont disparaître et d'adapter son maillage interne en fonction des bassins d'emploi, des taux de chômage, des différents bassins d'emploi, des métiers qui sont en train de devenir à la mode, des métiers sur lesquels on recrute, des recruteurs qui apparaissent ou qui disparaissent. Donc on va avoir besoin, en fonction de ça, de pousser les bonnes pages. Et potentiellement, nous on a le cas d'un autre acteur de l'emploi sur la zone Asie-Pacifique, où aujourd'hui tout est géré de manière complètement automatisée à partir de ces données-là et à partir de cette même approche. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défini des priorités par rapport aux métiers et aux villes. Donc c'est ce que vous voyez là, hein. Ils ont ingéré des données, donc ils ont défini des qualités, un niveau de qualité des pages, donc qui peuvent être des métiers villes, des recruteurs plus villes, ce genre de choses. Et donc ces données-là, c'est des données qu'ils ont dans leur SI interne, parce qu'ils maîtrisent tous les bassins de population, ils maîtrisent quels sont les recruteurs qui recrutent, donc ils sont capables de définir leurs pages prioritaires. Donc ils ont différents niveaux de priorité, et donc ils ont ingéré ce type de données-là. Donc ça, c'est une donnée qui est complètement interne, qui est complètement orientée métier, donc c'est pas forcément une donnée de chiffre d'affaires qu'il va falloir utiliser hein, dans votre job quotidien, ça peut être aussi ça. Donc, première étape, ils ont défini ces différents niveaux de priorité. Et donc, ils ont la capacité à identifier les pages qui vont devoir pousser, parce qu'ils sont capables d'aligner leur niveau de priorité et par exemple la popularité interne d'une page. Et puis, ils vont prendre aussi en compte des données de volume de recherche, par exemple. Résultat, première étape, on identifie tout de suite qu'il faut remettre à plat tout le maillage interne parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le bon ordre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon ok, on a un problème de maillage interne, on va remettre à plat tout le maillage. Premier point, ils ont défini une profondeur max. Et à partir de là, ils se sont dit, ok, par où les robots de Google ils doivent passer pour accéder à chaque segment, à chaque niveau de priorité. Et ils ont refendu leur plan de site. Ça a été aussi l'occasion de faire le grand nettoyage des pages orphelines et donc de maximiser les budgets de crawl. Ils se sont aussi servis de segmentation de ce type-là, où en fait ils ont une segmentation qui est basée sur le niveau de trafic de chaque page. Donc, ils arrivent à une situation où ils ont une profondeur max, ils ont une target à 5 maxi. Au-delà, ils considèrent que c'est vraiment les abysses. Donc, ils créent des plans de site en cascade et ils s'assurent de trouver une organisation de segments qui leur permet de monitorer leur nouveau plan de site et d'éviter absolument la multiplication des pages de plans de site en cascade, et ils définissent ça comme ça. Ils sont confrontés à une problématique qui est que l'IT ne comprend pas bien pourquoi il faut tout refaire, quoi. Donc, plutôt que de devoir refondre complètement le front du site web, ils s'arrangent. Ils disent, ok, développez-nous des blocs de liens, et puis ils storyboardent tout ça sur papier, ils le spécifient, etc. etc. Ils donnent tout à l'IT pour que ce soit simple. Donc en gros, ils définissent des zones de liens
qui vont leur permettre d'ajouter des liens, de remanier à la main les fils d'Ariane, avec derrière l'idée que potentiellement avec toutes les données qu'ils ont, demain ils vont pouvoir le faire à base d'appels à API et automatiser tout ça. Donc ils créent des zones à disposition du SEO. Donc ils savent quel niveau de popularité ils ont envie d'envoyer, parce qu'ils maîtrisent parfaitement leurs données métiers. Et pour chaque bloc, ils vont définir vers quelle partie du site, vers quel segment les nœuds de liens doivent pointer. Donc ils vont s'assurer d'avoir une bonne redistribution, par exemple, entre les pages qui présentent les offres d'emploi d'une ville vers une région, ou les pages régions qui renvoient des liens vers les pages villes, etc., etc. Et donc ils vont s'assurer de ça en regardant les données ou en utilisant ce type de data visualisation. Quelques résultats. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'ils ont réussi à parfaitement ordonnancer le nombre de liens par rapport à leur position. Alors, c'est pas une... la position là n'est pas une conséquence du nombre de liens, c'est bien un réordonnancement par rapport à leur page prioritaire. Ils ont repositionné leur page prioritaire au bon niveau et on se rend compte qu'ils ont un nombre de liens internes décroissant. Leur maillage interne correspond bien à leurs enjeux métiers. Leur maillage interne est maîtrisé parfaitement. Ils le suivent très régulièrement parce que le catalogue il évolue, donc ils sont obligés d'y revenir assez souvent. Et ils arrivent à monitorer tout ça et à se créer des alertes en vérifiant bien que la fréquence de crawl, elle correspond bien aux enjeux business. Pourquoi c'est important là, la fréquence de crawl? Parce que dans ce cas-là, on a un site qui est en évolution permanente, avec des pages qui apparaissent et qui disparaissent. Donc il se passe quoi? J'ai une page prioritaire qui est ingénieur informatique Java J2E à Paris. Elle apparaît, elle disparaît. Donc j'ai des volumétries de contenu sur mes landing pages qui matchent ce keyword-là, qui vont varier en permanence, et potentiellement j'ai mes positions qui vont faire le yo-yo. Donc je suis obligé de compenser, soit avec des blocs de contenu froid, soit avec un maillage interne qui va venir s'adapter pour renvoyer de la popularité si je suis en train de baisser. Mais si j'ai pas une bonne fréquence de crawl, si j'ai une fréquence de crawl qui est très faible, j'ai beau pousser des optimisations, Google, s'il ne recrawl pas, il ne va pas les voir. Donc garder la vue sur la fréquence de crawl, c'est super important, parce que du moment que la fréquence de crawl elle est alignée avec l'ordonnancement de vos pages prioritaires, ça veut dire que dès que vous modifiez, si la fréquence de crawl est très élevée, dès que vous modifiez quelque chose, Google le prend en compte quasiment tout de suite, et vous avez l'impact tout de suite. Donc ce qui est super important, c'est bien de mesurer la capacité de vos pages prioritaires à recevoir un taux de crawl élevé. Et puis évidemment, les pages qui ne le sont pas, si elles ont un taux de crawl à moins d'une page par jour, c'est pas très grave. Donc, on est dans un cas où Google privilégie les pages dont l'importance business pour ce client-là est élevée. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de manières de gérer et d'intégrer des données business dans vos stratégies SEO, que vous pouvez partir du plus simple, qui est simplement le revenu, jusqu'à des données qui sont intrinsèquement liées au cœur business du site pour lequel vous travaillez. Vous pouvez regarder aussi vous pouvez intégrer la saisonnalité, vous pouvez intégrer les rayons prioritaires. Vous pouvez, parfois vous avez des e-commerçants qui ont des produits d'appel sur lesquels ils ne gagnent pas d'argent, donc là ça ne sert à rien de regarder les revenus. En revanche, ça va être plus intéressant de regarder le taux de fidélisation. Donc posez-vous vraiment la question de qu'est-ce qui est important pour le business sur lequel vous travaillez. Et là vous avez un exemple avec Région Job où ce qui compte c'est la connaissance métier, la connaissance de l'industrie sur laquelle ils opèrent. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé à y voir un petit peu plus clair sur l'intégration de ces données business.
Et je pense qu'on va avoir la possibilité de prendre une ou deux questions. Il est 11h20, je crois que j'ai tenu le temps. Voilà. Alors, Amandine, quelle est la meilleure solution pour nettoyer ces pages orphelines et parasites? Comment faire? Alors là, il y a différentes méthodes. Premier point, sur une page orpheline, on va regarder est-ce que c'est normal que ma page elle soit orpheline? Est-ce que c'est pas simplement un oubli? Là, on voyait un cas où on avait des pages qui sont censées transformer bien, qui étaient orphelines. Donc première question, on se pose la question, est-ce que c'est normal qu'elles le soient? Deuxième question, donc si c'est pas normal, ben on rajoute un lien et on les rattache à la structure interne du site. Deuxième point, est-ce que les pages orphelines, elles génèrent du trafic? Celles qui génèrent du trafic, a priori, peut-être que c'est intéressant que je les raccroche à ma structure de lien interne, parce que je vais renvoyer de la popularité et je vais encore gagner du trafic dessus. Ou alors, c'est des pages qui sont obsolètes, elles génèrent du trafic, je vais rediriger le trafic avec une 301, tout va bien. Est-ce qu'elles ont des backlinks? Parce qu'elles reçoivent de la popularité, elles en renvoient. Donc là aussi, redirection. Et puis si elles n'ont pas de backlink, qu'elles ne génèrent pas de trafic et qu'elles ne sont pas utiles, moi je vous invite à faire le gros bourrin avec une règle dans le robot TXT, parce qu'au moins c'est plié, ça va vite, et éviter la méta robots, parce que Google en fait il va être obligé d'aller appeler la page pour lire la méta, donc vous n'allez pas gagner sur le budget crawl. Selon votre étude, je ne sais pas répondre à la question sur la baisse de trafic. Il faut regarder sur Marketing Chart quel est le volume de baisse. Comment suivre en SEO des KPI ROI tels que le taux de conversion, sachant que les performances obtenues dépendent aussi de la UX? Effectivement, là, vous touchez du doigt un vrai sujet qui est la collaboration SEO et UX. De toute façon, vous êtes dépendant de votre UX. Donc, évidemment que vous pouvez, votre business peut travailler à l'amélioration du taux de conversion. Mais en tant que SEO, a priori, vous n'avez pas la main. Donc, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'à ISO User Experience, vous pouvez quand même utiliser ce KPI-là. Tant mieux s'il y a une amélioration de la UX, vous réalignerez vos segmentations en fonction du gain que vous aurez opéré, mais malgré tout, vous pouvez vous appuyer dessus. Et autre question, donc sur le maillage interne, comment définissez-vous la proportion de liens à mettre? On peut diluer du PR en mettant trop de liens. C'est la raison pour laquelle on a créé, nous, ce score du WinRank, parce que ça normalise tout ça. Parce qu'il va être dépendant de la profondeur de lien depuis laquelle vous récupérez des liens. Il va être modéré par la typologie d'encre utilisée. Est-ce qu'il est en haut de page, en bas de page? Est-ce qu'il est derrière une image? Est-ce qu'il est derrière un menu, etc., etc. Donc, s'appuyer uniquement sur le nombre de liens est forcément insuffisant. Donc, c'est pour ça que vous pouvez utiliser ce type de score, vous pouvez vous amuser. Il y a plein de bibliothèques en R pour recalculer votre propre PageRank si vous avez envie. Donc là, le point clé, c'est d'utiliser un score qui est normalisé et qui va faire abstraction du nombre de liens qui va tout normaliser à l'échelle de votre site. Voilà. Je vais en terminer là parce qu'on est arrivé au bout du temps. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. On a quelques goodies et surtout un mois de trial à vous offrir. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.